Alors que des soldats russes continuent de tomber en grand nombre sur les lignes de front, Vladimir Poutine se retranche dans un réseau de bureaux sécurisés disséminés à travers la Russie. À l'image d'une autruche politique refusant d'affronter la réalité, il semble s'enfermer dans un déni profond, ignorant délibérément l'ampleur des événements en cours. Tandis que, dans les cercles du pouvoir à Moscou, certains reconnaissent implicitement les échecs de la guerre en Ukraine, Poutine demeure peut-être le seul à croire encore à une victoire russe. Cette conviction ne repose plus sur des faits tangibles, mais sur une construction idéologique qu'il a lui-même façonnée et à laquelle il s'accroche obstinément. Cette illusion persiste malgré une évolution majeure sur le champ de bataille. L'ascension fulgurante de l'Ukraine dans le domaine des technologies militaires, en particulier les systèmes de drones. Ces derniers jouent désormais un rôle déterminant dans la dynamique du conflit. Les drones de moyenne portée ukrainiens infligent des pertes considérables aux forces russes en ciblant l'arrière des lignes ennemies. Ils perturbent les chaînes logistiques, détruisent les centres de commandement et de contrôle, et entravent la capacité de la Russie à coordonner et soutenir ses offensives. L'Ukraine a su exploiter avec intelligence l'écart technologique qui la sépare désormais de son adversaire. Cette supériorité lui permet de mener des opérations de contre-offensive efficaces, tout en instaurant un climat d'insécurité constant dans les zones arrières russes. Le résultat est sans équivoque. Kiev se trouve aujourd'hui dans une position stratégique parmi les plus favorables depuis près d'un an. Selon le président Volodymyr Zelensky, s'appuyant sur des analyses des services de renseignement britanniques, la situation actuelle sur le front est la meilleure enregistrée depuis 10 mois. Cette amélioration est largement attribuée à l'usage intensif et coordonné des drones. L'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, confirme cette tendance, soulignant que l'Ukraine a acquis une supériorité significative dans ce domaine, élément clé expliquant l'enlisement des offensives russes et le regain d'efficacité des opérations ukrainiennes. Cette domination repose notamment sur des frappes ciblées contre les systèmes de défense antiaérienne russes, ouvrant ainsi des corridors aériens permettant des attaques plus profondes et plus fréquentes. En combinant drones à courte portée, moyenne portée et longue portée, l'Ukraine couvre désormais un spectre opérationnel étendu, rendant vulnérables des zones autrefois considérées comme relativement sûres. Les chiffres illustrent clairement cette montée en puissance. Depuis le début de l'année, les opérations de drones de moyenne portée ont presque triplé. 41 en janvier, 61 en février, puis 115 en mars. Chaque jour, environ 11 000 missions sont menées par les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote. Rien qu'au mois de mars, près de 150 000 cibles ont été détruites, soit une augmentation de plus de 50% par rapport au mois précédent. Parmi elles figurent 143 dépôts logistiques, 52 postes de commandement et 20 infrastructures énergétiques russes. Face à ces résultats, les signaux d'alerte se multiplient au sein même du pouvoir russe. Certains responsables, conscients de la gravité de la situation, tentent d'alerter le Kremlin. Le ministre de la Défense, Andreï Belousov, aurait lui-même reconnu le caractère critique de la situation liée aux drones, évoquant une supériorité ukrainienne à la fois technologique et quantitative. Il aurait également souligné les lacunes de la Russie, notamment son impréparation face à cette nouvelle génération de systèmes et les difficultés accrues liées à des perturbations des communications, telles que celles affectant l'utilisation de Starlink dans certaines zones. En filigrane, le constat est clair. La stratégie actuelle de la Russie montre ses limites. Sans adaptation profonde et rapide, la poursuite du conflit dans les mêmes conditions risque d'aggraver encore les pertes humaines et matérielles. Pourtant, malgré les avertissements répétés de ses propres responsables, Poutine semble persister dans une logique inchangée, continuant d'engager ses forces dans une guerre dont les fondements stratégiques apparaissent de plus en plus fragiles. Si Andreï Belousov tente de transmettre ces informations avec sang-froid à Vladimir Poutine, d'autres voix, au cœur même de la Russie, expriment une colère bien plus vive. Il s'agit des blogueurs militaires, désormais omniprésents dans le débat public, qui commentent sans relâche l'évolution de la campagne russe en Ukraine. Si le président russe n'était pas à ce point enfermé dans une forme d'isolement politique et informationnel, il constaterait qu'au cours des 4 dernières années, ces acteurs sont passés d'un patriotisme exalté et quasi inconditionnel à une critique de plus en plus ouverte de l'intervention militaire. Ces blogueurs ne remettent pas nécessairement en cause la décision initiale d'engager le conflit. Leur discours, plus subtil mais non moins incisif, consiste à suggérer, souvent de manière indirecte, que l'échec actuel résulte d'une accumulation d'erreurs stratégiques et d'une incompétence persistante au sein de l'appareil militaire. Parallèlement, une partie des propagandistes professionnels, autrefois fidèles au pouvoir, semble amorcer une prise de distance. Alexei Chadaïev, à la tête du centre Ouchkunik impliqué dans le développement des drones russes, incarne cette évolution. Jadis fervent défenseur du Kremlin, il critique désormais ouvertement l'organisation même de la société russe. Selon lui, la Russie aurait progressivement instauré une forme de féodalité moderne. Un système qui, loin de favoriser l'innovation, entrave les dynamiques de progrès et prive les citoyens de leur capacité d'initiative. Une telle structure, soutient-il, empêche le pays de suivre le rythme des avancées technologiques, notamment celles réalisées par l'Ukraine dans le domaine des drones. D'autres figures influentes,
comme le blogueur militaire Rybar, suivi par près d'1 million d'abonnés sur Telegram, partagent ce constat alarmant. Ces observateurs affirment désormais que l'offensive russe s'est enlisée dans une impasse stratégique. Ils contestent l'efficacité d'une mobilisation supplémentaire, jugée inutile dans le contexte actuel, et vont jusqu'à accuser certains commandants de terrain de dissimuler la réalité au Kremlin, contribuant ainsi à entretenir les illusions du pouvoir. Ce phénomène révèle une fracture croissante entre la narration officielle et la perception de ceux qui, bien que proches du système, en constatent les limites. Les critiques portent à la fois sur les choix tactiques, la compétence des états-majors, et plus largement, sur l'image même de la Russie que le pouvoir a cherché à construire. Pourtant, ces voix dissidentes ne procèdent pas d'une hostilité idéologique envers le président. Bien au contraire, leur position sociale et professionnelle reste largement dépendante du système en place. Leur objectif semble plutôt être d'inciter le pouvoir à reconnaître la réalité du terrain. Des stratégies ayant conduit à plus de 1,3 million de pertes humaines se révèlent non seulement inefficaces, mais profondément obsolètes face à un adversaire disposant d'une supériorité technologique croissante. En effet, l'Ukraine ne se contente pas d'exploiter son avantage en matière de drones à des fins offensives. Elle l'applique également avec une redoutable efficacité dans la défense de son territoire. Les drones d'interception ukrainiens, à la fois peu coûteux et hautement performants, neutralisent un nombre sans précédent de drones russes à longue portée. Les chiffres illustrent cette dynamique. 2975 appareils interceptés en janvier, 3679 en février, puis une hausse spectaculaire à 7674 en mars, selon les données de l'Institute for the Study of War. Cette évolution est déterminante. À l'origine, les drones Shahed utilisés par la Russie visaient à affaiblir l'infrastructure ukrainienne, frapper des cibles militaires, semer la terreur parmi les civils et perturber les réseaux énergétiques. L'objectif stratégique était clair, fragiliser l'arrière pour affaiblir le front. Or, l'amélioration rapide des capacités d'interception ukrainiennes réduit considérablement l'efficacité de cette stratégie. Dans le même temps, l'Ukraine parvient à porter le conflit en profondeur sur le territoire russe, perturbant ses infrastructures et inversant en partie le rapport de force. Face à ces transformations, la réaction de Vladimir Poutine apparaît limitée. Plutôt que d'adapter sa stratégie, il semble persister dans une lecture erronée du conflit, maintenant un discours déconnecté des réalités opérationnelles. Les pertes humaines continuent d'augmenter, 1440 soldats en une seule journée début avril, sans que cela ne suscite de révision doctrinale significative. La réponse du Kremlin se limite essentiellement à des avertissements adressés aux États baltes, accusés de soutenir les opérations ukrainiennes. Des menaces vagues évoquent d'éventuelles représailles si des pays comme l'Estonie, la Lettonie ou la Finlande facilitaient l'accès à leur espace aérien. Pourtant, ces déclarations peinent à masquer l'absence de solutions concrètes face aux défis stratégiques actuels. Comme l'a souligné Robert Fox, les frappes ukrainiennes en profondeur infligent des dommages réels à la Russie. Cependant, malgré la médiatisation de ces événements au sein même du pays, le président russe persiste à en nier l'ampleur. Ce décalage entre perception et réalité semble s'accentuer, au point que Vladimir Poutine apparaît progressivement comme l'un des rares à croire encore à une issue victorieuse. Dès lors, une interrogation s'impose. Combien de temps cette dissonance peut-elle perdurer? En mars, les pertes russes ont atteint un niveau record de 35 351 hommes, soit une augmentation de 29%, dont 96% attribués aux frappes de drones. Le 17 mars, un nouveau sommet a été franchi avec 1710 pertes en une seule journée. Pourtant, ces chiffres, aussi élevés soient-ils, semblent insuffisants pour infléchir la stratégie adoptée. Dans cette logique, les soldats apparaissent moins comme des acteurs que comme des variables d'ajustement, intégrés dans une mécanique de guerre où la réalité humaine s'efface derrière les impératifs politiques.